L'histoire aime peindre les explorateurs comme d'intrépides pionniers, des visionnaires audacieux qui ont tracé l'inconnu. Mignon. La réalité? La moitié du temps, ils ne savaient ni pas où ils allaient, ce qu'ils faisaient, ou comment ne pas mourir d'une météo banale. Ceci n'est pas un hommage à la bravoure. C'est une visite guidée à travers un musée d'erreurs de calcul épiques, d'excès de confiance tragiques et de décisions si stupides qu'elles vous feraient le bannir de Google Maps. Préparez-vous à rencontrer les prétendues légendes de l'exploration, dont beaucoup avaient l'instinct d'une boussole cassée et la chance d'un pigeon ivre. 1. Ainsi, Vasco de Gama, le légendaire navigateur, arrive enfin en Inde. Il obtient une audience avec un roi si riche qu'il utilisait probablement des diamants comme glaçons. C'est la première impression pour toute la civilisation occidentale. Et Vasco débarque avec un sac de cadeaux qu'on dirait gagné dans une fête foraine pathétique. Je parle de tissus bon marché, de chapeaux probablement déjà démodés au Portugal, et de quelques bassines. Des bassines, itad! Il a tenté d'impressionner un véritable empereur, avec des articles de plomberie. Les officiels du roi ont jeté un seul regard sur ce tas minable et lui ont dit en gros « Tu ne peux pas montrer ça au patron. Il va croire qu'on lui fait une blague. » Cet homme a traversé le globe juste pour prouver que même un héros légendaire peut avoir l'instinct de choix de cadeaux d'un oncle paumé à Noël. 2. Martin Frobisher était un explorateur qui fonctionnait selon un principe simple. Si ça brille, c'est forcément précieux. Alors, quand il a trouvé de la roche noire au Canada, il ne s'est pas encombré de trucs ennuyeux comme, vous savez, l'attester. Il l'a simplement déclaré être de l'or et est rentré en Angleterre en héros. Il a ensuite convaincu le pays entier de financer un deuxième voyage dont le seul but était de devenir le collectionneur de cailloux le plus ambitieux au monde. Il a transporté 1500 tonnes de cette camelote à travers l'Atlantique. À son retour, les experts lui ont dit en gros « Hé Martin, bravo, tu as découvert le presse-papier le plus lourd et le plus inutile de la Terre. » Le prétendu trésor national a finalement été broyé et utilisé pour paver des routes. L'héritage de cet homme n'est pas une cité d'or. C'est une route départementale légèrement scintillante quelque part dans la campagne anglaise. 3. Christophe Colomb était en mer depuis si longtemps que son cerveau commençait à voir des choses qui n'existaient pas. Alors, quand son équipage a repéré un groupe de créatures marines volumineuses et bosselées, son esprit ne les a pas enregistrées comme une nouvelle faune. Il a hurlé « Des sirènes !» Mais c'est là que l'on passe d'une simple erreur à la haute comédie. Il a ensuite eu l'audace d'en écrire une critique négative dans son journal, se plaignant qu'elle n'était pas aussi belle qu'on les peint. Il regardait un lamentin. Une vache de mer de 500 kilos, pleine de graisse, qui ressemble à une patate douce flottante et douée de conscience. C'est comme se faire piéger par un animal sur un site de rencontre et laisser ensuite un avis Yelp d'une étoile sur l'espèce entière pour ne pas avoir respecté vos critères de beauté ridicules. L'homme a découvert un nouveau monde et a tout de même trouvé le temps d'être un critique aigri. 4. Si vous pensiez que le passe-temps de collectionneur de cailloux de Frobisher était un cas isolé, laissez-moi vous présenter Jacques Cartier, qui a apparemment vu cet échec et s'est dit « Je peux faire pareil, mais en plus bête ». Quand les habitants du Canada lui ont parlé d'or et de diamants à proximité, probablement juste pour voir s'il tomberait dans le panneau, Cartier a perdu la tête. Lui et son équipage ont complètement abandonné leur véritable travail consistant, vous savez, à fonder une colonie pour la France. Au lieu de cela, ils ont passé leur temps à déterrer des roches brillantes comme des écureuils hyperactifs. Ils se sont précipités vers la France, prêts pour une vie de luxe, pour s'entendre dire que leur butin n'était que de la pyrite et du quartz sans valeur. Il a échoué si spectaculairement que la France a littéralement créé une insulte en son honneur, faux comme un diamant du Canada. Imaginez être si mauvais dans votre travail que vous devenez une partie permanente du vocabulaire national en tant que raté. 5. Les récits de voyage de Marco Polo étaient au légendaire, mais certains se lisent comme un gars essayant de décrire un animal de zoo à quelqu'un qui n'a jamais vu que des dessins animés. Lorsqu'il est arrivé à Sumatra, il était extatique, car il pensait avoir enfin trouvé une véritable licorne. Mais l'entrée de son journal ressemble moins à une découverte magique qu'à la plainte d'un client déçu.
il a gémi qu'il s'agissait de brutes laides, qu'elles adoraient se rouler dans la boue et qu'elles avaient une tête de sanglier. Il regardait, bien sûr, un rhinocéros. L'homme a vu un véhicule blindé préhistorique de 2 tonnes, avec une pointe géante sur la face. Et sa conclusion principale a été « Eh bien, ce n'est pas du tout aussi gracieux que ce que j'avais imaginé. » C'est le cas ultime de la réalité qui ne correspond pas au fantasme, et Marco Polo était là pour documenter sa déception cuisante pour l'éternité. 6. La relation de Christophe Colomb avec les mathématiques était, pour dire le moins, hostile. Pour obtenir le financement de son voyage, il avait besoin que le monde soit beaucoup plus petit. Alors, il fit ce que toute personne motivée sans respect pour les faits. Il décida simplement qu'il l'était. Il sélectionna des données anciennes et discréditées, ignora tous les savants de son époque, et présenta essentiellement une version du globe où l'océan Pacifique n'était qu'un petit étang. Mais son véritable génie pour l'erreur brilla même après son débarquement. Il était si convaincu que Cuba faisait partie de la Chine continentale qu'il obligea tout son équipage à signer un document juridiquement contraignant jurant que c'était vrai. C'était l'équivalent au XVe siècle de votre patron vous forçant à signer un papier convenant que le ciel est vert et que quiconque n'est pas d'accord est un traître. 7. Les Espagnols avaient un manuel pour la conquête, et la première étape était un non-sens bureaucratique appelé le requerimiento. Il s'agissait d'un long et ennuyeux document juridique qu'un prêtre devait lire à haute voix, en espagnol, aux villageois locaux qu'il s'apprêtait à attaquer. Il expliquait toute l'histoire du monde selon eux et exigeait une reddition immédiate à un roi dont ils n'avaient jamais entendu parler. C'était comme se présenter chez quelqu'un, lire l'intégralité du contrat d'utilisation de l'iPhone à haute voix, puis s'énerver lorsqu'il ne vous remet pas immédiatement les clés de sa voiture. C'était un rituel complètement insensé et égoïste qui leur permettait de dire « Eh bien, nous avons essayé d'être raisonnables juste avant de déchaîner l'enfer. » C'était le geste ultime du type « Je ne te touche pas », mais à l'échelle de la conquête des nations. 8. L'histoire de Burke et Wills est un rappel puissant que la procrastination peut être fatale. Après un voyage insensé à travers l'Australie, ces 2 explorateurs étaient à bout de force, titubants pour retourner à leur camp de ravitaillement. Ils étaient presque arrivés, presque en sécurité, presque nourris. Et juste à ce moment-là, ils ont pris une décision si stupide qu'elle en est presque belle. Ils décidèrent de faire une sieste. Ils prirent une journée de repos pour récupérer avant l'effort final. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au camp, il était vide. L'équipe de secours était partie le matin même. Ils ont manqué leur unique chance de survie à 9 heures près. C'est le cas le plus tragique de l'utilisation de la touche « rappel » de l'alarme dans l'histoire connue. Ils ne sont pas morts parce que l'outback était trop rude, mais parce qu'ils étaient les champions du monde incontestés de la remise au lendemain. 9. William Dampier était un homme aux multiples talents, et la plupart d'entre eux se contredisaient. D'un côté, c'était un naturaliste brillant qui a réalisé certains des premiers relevés anglais détaillés de plantes et d'animaux exotiques. De l'autre côté, son métier principal, son gagne-pain quotidien, était celui de pirate impitoyable et téméraire. Imaginez essayer de rédiger un article scientifique détaillé sur les habitudes de reproduction de la tortue des Galapagos alors que votre équipage est en train de piller un galion espagnol. Sa vie était une lutte constante entre la curiosité intellectuelle et le besoin urgent de voler de l'or. Ses journaux sont ce mélange bizarre de « l'aileron dorsal unique du poisson local » suivi de « nous avons ensuite mis le feu à la ville et bu tout leur rhum ». Il était moins un explorateur qu'un chercheur lourdement armé et profondément conflictuel qui se trouvait simplement commettre des crimes pour gagner sa vie. 10. George Gray était un explorateur en Australie qui a appris une leçon précieuse. Ne commencez jamais une bataille de nourriture avec les insectes de tout un continent. Lors d'une expédition brutale, il eut l'idée ingénieuse d'enterrer une grande réserve de ses provisions pour les récupérer au retour. Il se sentait probablement assez malin, comme un écureuil cachant ses noisettes pour l'hiver. Mais lorsqu'il revint, épuisé et affamé, il découvrit que les fourmis locales avaient organisé la fête du siècle. Elles n'avaient pas seulement mangé la nourriture, elles avaient tout mangé. La farine avait disparu, le sucre avait disparu, et pour couronner le tout,
Elles avaient dévoré les sacs en cuir contenant les vivres et même les bouchons de ces bouteilles. Il fut surpassé en intelligence par des créatures dotées d'un cerveau de la taille d'une particule de poussière. Ce fut une défaite totale et humiliante, infligée par une armée de minuscules voleurs à 6 pattes. 11. Zebulon Pike était un explorateur américain qui s'était vu confier une tâche apparemment simple. Explorer la partie sud de l'achat de la Louisiane et essayer de ne pas se perdre. Il a échoué de manière spectaculaire sur la deuxième partie. Pike avait un sens de l'orientation si terrible qu'il aurait probablement pu se perdre dans son propre salon. Il erra sans but pendant des mois, manquant complètement ses objectifs, jusqu'à ce qu'il s'égare par accident au plus profond du territoire espagnol, dans ce qui est aujourd'hui le Colorado. Les soldats espagnols qui le trouvèrent étaient totalement perplexes. Ils n'étaient pas sûrs s'il était un espion, un envahisseur, ou simplement le touriste le plus incompétent qu'ils aient jamais vu. Ils l'arrêtèrent, confisquèrent toutes ses cartes, qui n'étaient probablement que des dessins d'écureuils au crayon de couleur de toute façon, et l'escortèrent poliment hors de leur pays. Il a donné son nom à une montagne, mais il l'a essentiellement découverte en trébuchant dessus. 12. René Robert. Cavelier, sieur de la Salle, était un explorateur français qui rêvait de bâtir un immense empire français en Amérique du Nord. Sa dernière expédition était censée établir une colonie à l'embouchure du fleuve Mississippi. Le problème, c'est qu'il l'a manqué. De 400 000. C'est comme essayer de trouver New York et se retrouver en Caroline du Nord. Après avoir fait accoster ses navires dans l'actuel Texas, il a passé 2 ans à errer le long de la côte marécageuse, essayant désespérément de retrouver le fleuve géant qu'il avait égaré d'une manière ou d'une autre. Ces hommes, lassés par son commandement déplorable et sa navigation encore pire, ont fini par en avoir assez. Ils ont fomenté une mutinerie qui a principalement consisté à tendre une embuscade à la Salle et à l'assassiner au milieu de nulle part. Ce fut une fin brutale pour un homme dont l'ambition n'avait d'égal que son incroyable incapacité à lire une carte. 13. Henry Hudson était un explorateur anglais légendaire, célèbre surtout pour avoir donné son nom à une baie géante, un détroit et un fleuve. Ce qu'on ne mentionne pas sur la plaque commémorative, c'est qu'il était un tel tyran envers son équipage que ces derniers ont préféré tenter leur chance dans l'Arctique plutôt que de passer un jour de plus avec lui. Après un hiver brutal bloqué dans les glaces, son équipage affamé et gelé était prêt à rentrer au pays. Hudson voulait continuer l'exploration. Ce désaccord s'est terminé par l'équipage jetant Hudson, son fils adolescent, et quelques marins fidèles dans une petite embarcation, les abandonnant à la dérive au milieu de la baie immense et glaciale qui porte désormais son nom. Il était le pire des patrons, le genre de manager qui reçoit une mutinerie en guise d'entretien d'évaluation. Il a inscrit son nom sur la carte, mais c'était au fond sa propre pierre tombale aqueuse et géante. 14. Le capitaine James Cook fut l'un des plus brillants navigateurs de l'histoire. Il a cartographié une plus grande partie de la planète que quiconque avant lui. Mais sa dernière visite à Hawaï prouve que même un génie peut commettre une bévue sociale fatale. À l'arrivée de ces navires, les Hawaïens l'ont traité comme un dieu, pensant qu'il était l'incarnation de leur divinité Lono. Cependant, après être parti puis avoir été forcé de revenir pour des réparations, son timing fut catastrophique. Il est revenu pendant un festival sacré où, selon leurs croyances, le dieu Lono n'était pas censé être présent. Les habitants sont passés de l'adoration divine à la perception d'un intrus très important. Les tensions ont explosé, une bagarre a éclaté sur la plage, et l'homme qui avait survécu à des récifs inexplorés et aux glaces de l'Antarctique a été terrassé par un malentendu sur un calendrier religieux. Ce fut le cas le plus mortel possible d'arriver au mauvais moment. 15. Giovanni da Verrazzano était un explorateur florentin travaillant pour la France qui a réalisé une excellente cartographie de la côte est américaine. C'était un professionnel. Mais lors d'un voyage ultérieur dans les Caraïbes, son excès de confiance a causé sa perte. Il a ancré son navire au large d'une île qui semblait assez paisible et, contre l'avis de son équipage, a décidé de ramer jusqu'au rivage avec un petit groupe pour saluer les habitants. Les habitants l'ont salué, ça c'est sûr. Ils l'ont immédiatement tué, démembré, puis cuisiné et mangé là, sur la plage, sous les yeux de son équipage horrifié resté sur le navire.
L'équipage ne pouvait que regarder avec terreur leur capitaine se transformer en barbecue d'après-midi. C'est un rappel macabre mais puissant que supposer que tout le monde est amical est une terrible stratégie de survie, surtout quand on est le plat principal. 16. Ferdinand Magellan est crédité d'être la première personne à avoir fait le tour du monde. Enfin, en quelque sorte, son expédition fut la première. Lui, en revanche, ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il s'est fait tuer dans un combat totalement inutile où il n'avait rien à faire. Alors qu'il était aux Philippines, il a décidé de faire étalage de sa puissance militaire européenne en aidant un roi local fraîchement rencontré à attaquer un village rival sur une autre île. Magellan, débordant d'excès de confiance, a dit à son nouvel ami de simplement s'asseoir et de regarder comment un vrai professionnel gérait les choses. Il a pris la plage d'assaut avec une force minuscule, s'attendant à ce que l'ennemi soit terrifié. Ils ne l'étaient beau pas. Ils étaient très en colère. Magellan fut submergé et massacré dans les eaux peu profondes. Il n'est pas mort pour la gloire ou la découverte. Il est mort parce qu'il a décidé de jouer les durs dans une querelle de voisinage qui ne le concernait pas. 17. Francisco de Orellana mérite un prix spécial pour l'échec le plus réussi de l'histoire de l'exploration. Il faisait partie d'une expédition espagnole plus vaste à la recherche de l'Eldorado, la mythique cité d'or. Lorsque le groupe principal s'est enlisé dans la jungle, Orellana a été envoyé en aval avec une petite barque et quelques hommes pour trouver de la nourriture. Il était censé revenir dans quelques jours. Au lieu de cela, il a simplement continué. Qu'il se soit perdu, qu'il ait réalisé que le groupe principal était condamné ou qu'il ait simplement vu l'opportunité d'une escapade légendaire, nous ne le saurons jamais. Il a descendu toute la longueur du fleuve Amazone, un voyage de milliers de kilomètres à travers des territoires inexplorés, pour finalement déboucher dans l'océan Atlantique. Il est devenu le premier Européen à naviguer sur le plus grand fleuve du monde purement par accident. Il était parti chercher un Anka et a fini par découvrir la géographie de tout un continent. 18. Imaginez être la première personne de l'histoire de l'humanité à voir un continent entièrement nouveau, une masse de glace de la taille des États-Unis et du Mexique réunis, et simplement ne pas s'en rendre compte. C'est l'histoire de Fabian von Bellingshausen, un explorateur russe qui effectuait le tour de l'Antarctique. Il s'est approché incroyablement près du continent, assez près pour voir les imposantes falaises de glace de la péninsule antarctique. Il a noté cela dans son journal comme une rive de glace d'une hauteur extrême. Mais l'importance pure et époustouflante de ce qu'il regardait semblait lui échapper totalement. Il n'a pas planté de drapeau ni crié « Eureka !» Il s'est contenté de dire « Tiens, ça fait beaucoup de glace » et a poursuivi sa route. C'est l'équivalent historique de tomber sur le mont Everest et de le décrire dans ses notes comme « une colline pointue ». Une découverte véritablement épique, accueillie par un haussement d'épaules tout aussi épique. 19. Abel Tasman était un explorateur néerlandais qui avait un talent étrange pour trouver de petites îles tout en manquant complètement les masses continentales gigantesques juste à côté d'elles. Il fut envoyé en mission pour déterminer la taille de l'Australie. Au cours de son voyage, il découvrit la Tasmanie, qu'il nomma Terre de Van Diemen, puis continua sa route pour découvrir la Nouvelle-Zélande et les Fidji. Il a trouvé tous ces endroits incroyables, mais il a réussi on ne sait comment à faire le tour de la quasi-totalité du continent australien sans jamais le voir. C'est comme essayer de trouver un éléphant dans une petite pièce, mais se laisser distraire par toutes les souris intéressantes qui s'agitent à ses pieds. C'était un marin phénoménal, mais sa capacité à ignorer l'évidence était vraiment de classe mondiale. Il n'avait qu'une tâche, cartographier la grande chose, et il a tout trouvé sauf cela. 20. Percy Fawcett était un explorateur anglais qui est devenu dangereusement obsédé par la recherche d'une cité perdue mythique en Amazonie, qu'il appelait la cité perdue de Z. Ses preuves de son existence étaient au mieux fragiles, basées sur quelques vieux documents et beaucoup de vœux pieux. Mais il était convaincu. Il a entraîné son fils et l'ami de son fils au milieu de la jungle dans une quête qui était moins une expédition scientifique qu'un fantasme personnel. Comme on pouvait s'y attendre, ils ont tous disparu sans laisser de traces. Fawcett n'était pas seulement un explorateur. Il était l'ancêtre du théoricien des anciens astronautes,
Un homme tellement déterminé à croire en une histoire fantastique qu'il a mené toute sa famille dans la jungle et droit vers l'oubli. Il est parti à la recherche d'une cité perdue et a fini par devenir une personne perdue, ce qui constitue un chapitre final assez ironique. 21. Les Vikings ont été les premiers Européens à atteindre l'Amérique du Nord, environ 500 ans avant Colomb. Mais l'histoire de la façon dont ils l'ont trouvé est d'un anticlimax hilarant. Un marchand viking nommé Bjarni Herjolfsson essayait de naviguer de l'Islande vers le Groenland pour rendre visite à son père. Il a été dévié de sa route par une tempête et a fini par apercevoir la côte de ce qui était probablement Terre-Neuve. A-t-il débarqué? A-t-il exploré? L'a-t-il revendiqué pour l'Empire viking? Non. Il n'était pas intéressé. Il était pressé. Il a littéralement regardé un continent entier, a dit « Ce n'est pas le Groenland » et a fait faire demi-tour à son bateau. C'est le cas le plus profond de « Est-ce qu'on est bientôt arrivé ?» de l'histoire. Il était tellement concentré sur sa destination d'origine qu'il a navigué juste devant l'une des découvertes les plus importantes jamais faites avec un niveau d'indifférence véritablement légendaire. 22. Au XIXe siècle, une théorie populaire parmi les prétendus experts était l'idée d'une mer polaire ouverte. Ils croyaient qu'au-delà de l'anneau de glace entourant l'Arctique, un océan chaud et navigable attendait d'être découvert. Un explorateur américain nommé Elisha Kent Kane était complètement obsédé par cette idée. Il était convaincu qu'elle était réelle, malgré toutes les preuves du contraire. Il a mené une expédition condamnée au plus profond de l'Arctique, entraînant ses hommes et son navire de plus en plus loin dans les glaces, certain qu'à tout moment, ils déboucheraient sur cette mer chaude et magique. Ils ne l'ont jamais fait. Au lieu de cela, leur navire s'est retrouvé définitivement bloqué par les glaces et ils ont été contraints d'endurer un cauchemar de famine et d'engelure. L'obsession de Kane pour un océan imaginaire a conduit ces hommes directement dans un enfer gelé bien réel. 23. James Bruce était un explorateur écossais déterminé à être l'homme qui trouverait la source du Nil, l'un des plus grands mystères géographiques de l'époque. Après des années de privation en Afrique, il arriva enfin au lac Tana en Éthiopie et vit les sources qui l'alimentaient. Il déclara triomphalement qu'il avait trouvé la source du Nil. Le problème était qu'il n'avait trouvé que la source du Nil bleu, qui n'est que l'un des deux principaux affluents du fleuve. La véritable source plus lointaine du Nil blanc se trouvait à des centaines de kilomètres de là. Mais Bruce n'allait pas laisser un petit détail de ce genre gâcher son grand moment. Il retourna en Europe, écrivit un livre et s'attribua toute la gloire. C'est comme prétendre avoir inventé la voiture parce que vous avez réussi à mettre la clé dans le contact. 24. Louis-Antoine de Bougainville était un explorateur français qui décida que ce serait une idée brillante d'établir une colonie française sur les îles Malouines. C'était un tas de rochers venteux, désolés et stratégiquement inutiles au milieu de l'Atlantique Sud. Mais il le fit quand même. Presque immédiatement, les Espagnols, qui revendiquaient les îles depuis longtemps, l'apprirent et furent furieux. Puis les Britanniques, qui lorgnaient également sur ces îles, s'en mêlèrent. Le petit projet personnel de Bougainville, sa petite colonie sans intérêt, faillit entraîner trois des principales puissances européennes dans une guerre totale pour un tas de rochers couverts de moutons. C'était une leçon magistrale sur la manière de créer un incident international à partir de rien. Il finit par devoir plier bagages et partir, n'ayant rien accompli d'autre que de mettre tout le monde en colère. 25. Matthew Flinders était l'explorateur légendaire qui fut le premier à faire le tour du continent australien et à le nommer. Un véritable héros de la navigation. Sa récompense pour cet exploit monumental. Être arrêté et jeté en prison pendant 6 ans à cause d'un problème de paperasse. Après son voyage éprouvant, il fut contraint de s'arrêter pour des réparations sur l'île Maurice, alors sous contrôle français. Malheureusement, la Grande-Bretagne et la France étaient en guerre, et le gouverneur français local était un homme méfiant et mesquin qui décida que le passeport scientifique de Flinders n'était pas en règle. Bien que Flinders soit un scientifique de renommée mondiale en mission pacifique, le gouverneur l'accusa d'être un espion et l'emprisonna. L'homme qui avait cartographié un continent entier passa les 6 années suivantes coincé sur une petite île, menant une guerre solitaire contre le bureaucrate le plus têtu et déraisonnable du monde.
C'est la preuve ultime qu'aucun exploit n'est trop grand pour ne pas être anéanti par un fonctionnaire à l'esprit étroit armé de son règlement. 26. L'expédition Franklin devait être le glorieux chapitre final de la recherche du passage du Nord-Ouest. C'était l'expédition polaire la plus avancée technologiquement jamais assemblée, avec 2 navires immenses et assez de provisions pour tenir des années. L'une de leurs caractéristiques les plus sophistiquées était un stock massif de conserves alimentaires. Le problème fut que l'entreprise qui remporta le contrat de fourniture des boîtes effectua un travail bâclé. Les soudures au plomb à l'intérieur des boîtes étaient mal faites et fuyaient directement dans la nourriture. Ainsi, tandis que les hommes gelaient lentement dans l'Arctique, ils s'empoisonnaient aussi lentement à chaque repas. Ils étaient apiégés sur des navires qui n'étaient, par essence, que de gigantesques machines flottantes d'empoisonnement au plomb. C'était une solution technologique de pointe qui ne réussit qu'à rendre leur mort lente et agonisante encore plus certaine. 27. Gérard Mercator est l'homme qui a créé la projection cartographique que nous voyons encore partout aujourd'hui. Un véritable génie de la cartographie. Cependant, certaines de ses autres idées étaient, pour dire le moins, complètement folles. Il était absolument convaincu que le pôle Nord n'était pas seulement de la glace, mais qu'il s'agissait en réalité d'une montagne magnétique noire géante appelée la Rupes Nigra. Selon lui, cette montagne était entourée d'un tourbillon géant qui aspirait les océans vers le centre de la Terre et était flanquée de 4 continents séparés par 4 fleuves puissants. Il dessina cela sur ses cartes officielles. L'un des cartographes les plus importants de l'histoire cartographiait avec assurance un paysage qui semble tout droit sorti d'un mauvais roman de fantasy. Cela montre simplement que l'on peut être un génie dans un domaine et un parfait lunatique dans un autre. 28. Vitus Bering était un explorateur danois travaillant pour le tsar de Russie chargé de la grande expédition du Nord, l'une des entreprises scientifiques les plus vastes et les plus coûteuses de l'histoire. Il disposait d'un budget colossal, de navires immenses et de centaines d'hommes. Son but était de cartographier les confins orientaux de la Sibérie et de découvrir si l'Asie était reliée à l'Amérique. Après des années d'efforts, son navire fit naufrage sur une île désolée et sans arbres. C'est là que Bering, le commandant de cette expédition colossale, l'homme ayant accès à des ressources quasi illimitées, mourut. La cause de sa mort ? Le scorbut. Une simple carence en vitamine C. Il mourut de la maladie de marin la plus clichée et la plus évitable imaginable, tout en dirigeant l'expédition la mieux financée de la planète. C'est comme si le PDG d'une entreprise de nutrition mourait d'une overdose de malbouffe. 29. Roald Amundsen était le roi incontesté de l'exploration polaire. Il a conquis le pôle Sud et le passage du Nord-Ouest. Mais sa tentative de survoler le pôle Nord fut un fiasco spectaculaire. Lui et son partenaire décidèrent d'utiliser 2 hydravions dorniers massifs et encombrants, qui étaient aussi aptes à atterrir sur la glace qu'une boule de bowling l'est pour le balai. Comme on pouvait s'y attendre, ils firent un atterrissage forcé au milieu de l'océan Arctique. Ils passèrent ensuite près d'1 mois à tenter frénétiquement de tailler une piste fonctionnelle dans la banquise mouvante, avec rien d'autre que des couteaux de poche et une panique pure. C'étaient des explorateurs d'élite qui s'étaient placés dans une situation si stupide qu'ils durent s'en remettre à la chance pure et aveugle pour survivre. Ils réussirent finalement à décoller, mais seulement après avoir prouvé que même les héros peuvent faire de terribles choix de transport. 30. Lorsque le conquistador espagnol Hernando de Soto entreprit d'explorer ce qui est aujourd'hui le sud-est des États-Unis, il emporta les outils habituels de la conquête, épée, fusil et armure. Mais il apporta aussi une arme secrète, un troupeau de porcs. Ceux-ci n'étaient pas seulement destinés à la nourriture, ils étaient une bombe à retardement biologique ambulante et criarde. Les porcs se multiplièrent à une vitesse étonnante et beaucoup s'échappèrent, devenant une population de porcs sauvages qui proliféra à travers le pays. Plus important encore, ils étaient porteurs de maladies européennes contre lesquelles les populations animales et humaines locales n'avaient aucune immunité. Les porcs de Soto ne se contentèrent pas de manger les récoltes locales. Ils déclenchèrent probablement des épidémies dévastatrices qui anéantirent des communautés entières bien avant l'arrivée des Espagnols.
Il était un explorateur, un conquérant et, involontairement, le Johnny Appleseed du bacon pestiféré. 31. Quand vous pensez à la traversée d'un désert, quel animal vous vient à l'esprit? Si vous êtes une personne normale, vous pensez à un chameau. Si vous êtes Robert Burke et William Wills, les célèbres chefs condamnés de l'expédition d'exploration victorienne en Australie, vous pensez aussi à un chameau. Le problème est que l'Australie n'est pas seulement un désert. Elle possède de vastes régions de plaines boueuses et de brousses denses qui sont un cauchemar pour les pieds larges et mous d'un chameau. Les chameaux peinèrent, s'enfoncèrent dans la boue et devinrent plus un fardeau qu'une aide. Dans un ultime rebondissement d'une ironie macabre, après que les chameaux eurent cessé d'être utiles comme transport, ils trouvèrent un nouvel usage. Ils devinrent le plat principal pour les explorateurs affamés et désespérés. Les animaux qu'ils avaient amenés pour conquérir le continent finirent par être leur dernier repas pathétique. 32. Sir Francis Drake, le légendaire corsaire et explorateur anglais, était un homme qui adorait agacer les Espagnols. Au cours de sa circumnavigation du globe, il remonta la côte de la Californie. Il débarqua, répara son navire et, dans un moment d'arrogance purement opportuniste, planta un drapeau anglais et revendiqua toute la région pour la reine Élisabeth, l'appelant New Albion. Et qu'a-t-il fait ensuite? Il est parti. Il a simplement repris la mer. Il n'a laissé ni colonie, ni fort, ni même une note fermement formulée. Il a juste revendiqué un énorme morceau de l'Amérique du Nord, puis l'a promptement oublié. C'était le passage éclair ultime de l'explorateur, un grand geste qui ne signifiait absolument rien. Les Espagnols, qui vivaient juste à côté, se sont essentiellement contentés de hausser les épaules et en ont repris possession plus tard. 33. L'expédition fatale de Robert Falcon Scott vers le pôle Sud est une tragédie remplie de mauvaises décisions, mais aucune ne fut aussi déconcertante que son choix d'animaux de transport. Au lieu d'utiliser des chiens de traîneau, la méthode éprouvée pour les voyages polaires, Scott décida d'amener des poneys sibériens. Il pensait qu'ils seraient mieux adaptés au transport de lourdes charges. Il se trompait de manière catastrophique. Les sabots des poneys s'enfonçaient profondément dans la neige molle de l'Antarctique. Ils ne supportaient pas le froid extrême, et ils nécessitaient une nourriture volumineuse qui devait être transportée avec eux. Ils devinrent rapidement des fardeaux épuisés et inutiles. Le chapitre final est terrifiant de cette erreur. Alors que les poneys s'effondraient et mouraient, ils étaient dépecés et mangés par l'équipe, leurs corps étant entreposés dans des dépôts comme source de nourriture pour le voyage de retour que Scott et ses hommes ne termineraient jamais. 901. Et nous y voilà. La glorieuse histoire de s'égarer complètement et stupidement, travestie en héroïsme. Des hommes salués comme des génies, tâtonnant à travers les jungles, les océans et des continents entiers comme si c'était leur première sortie. Mais maintenant, le pouvoir est entre vos mains. Imaginez que vous êtes un roi fauché du XVe siècle avec juste assez d'or pour une dernière expédition condamnée. Qui licenciez-vous en premier pour sauver votre couronne? Colomb, le négateur de cartes qui a tout misé sur une erreur mathématique? Ou Frobisher, l'homme qui a pris des pierres brillantes pour des richesses et a traîné de véritables ordures à travers l'Atlantique? Indiquez votre choix dans les commentaires et défendez-le brutalement.